Le soleil matinal dorait les gratte-ciel du centre de Paris, tandis qu'Auguste Moreau garait sa Ford Galaxy 500 bleue métallisée sur la place réservée de l'imposant immeuble Le France. Il était 7h15, près de 2 heures avant, l'heure à laquelle il venait habituellement au bureau. Son agenda indiquait qu'il devait assister à des réunions de l'autre côté de la ville toute la matinée. Mais quelque chose, une nuit agitée, peut-être une étrange impulsion, l'avait conduit à se rendre à son entreprise plus tôt que d'habitude. Pendant que l'ascenseur montait silencieusement vers le dernier étage, Auguste ajusta sa cravate en soie italienne et passa ses doigts dans ses cheveux parfaitement coiffés. À 45 ans, son visage portait les marques de celui qui avait bâti un empire de ses propres mains, des rides d'expression qui s'approfondissaient autour des yeux bruns perçants, un menton ferme toujours relevé avec détermination et une posture qui émanait d'une autorité naturelle. Le groupe Moreau était devenu l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, et chaque centimètre de la présence d'Auguste proclamait ce succès. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur la réception de son entreprise, encore vide à cette heure matinale. Le silence était attendu. Ce qu'il entendit à la place fut un sanglot étouffé et entrecoupé. Auguste marcha silencieusement le long du couloir, recouvert de moquettes, suivant le son jusqu'à son bureau privé. La porte en acajou massif était entr'ouverte, laissant échapper ce sanglot contenu qui semblait chargé de désespoir. Là, agenouillée à côté de son bureau en palissandre, se trouvait la femme de ménage. Une jeune femme qu'il remarquait à peine lorsqu'il passait. Son nom, se rappela-t-il vaguement, était Thérèse, et elle pleurait comme si le poids du monde s'effondrait sur ses épaules. Son dos tremblait à chaque soupir, ses petites mains serraient une enveloppe, maintenant froissée par la sueur et les larmes. Elle ne l'avait pas vue. Elle était perdue dans une douleur quelconque. « Madame Thérèse !» l'appela-t-il gentiment, plus confus que préoccupé. Elle sursauta comme si elle avait reçu un choc. Ses yeux, verts, écarquillés, inondés d'angoisse, se tournèrent vers lui. Elle essaya de se relever, de se recomposer, mais trébucha. « Pardon, monsieur !» bégaya-t-elle. « Je ne savais pas que quelqu'un serait là. Je vais sortir immédiatement. » Mais il s'était déjà approché. « Que se passe-t-il » demanda-t-il avec une douceur qu'il ne se savait même pas capable de ressentir. « Pourquoi pleurez-vous » Elle hésita. Puis, avec les mains tremblantes de quelqu'un qui avait finalement atteint ses limites, elle lui tendit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre, une notification finale de l'hôpital de la Salpêtrière. La dernière chance de chirurgie pour sa mère avait été révoquée. Ils allaient la renvoyer chez elle cette semaine, sans assurance maladie, sans paiement, sans chance. « Je travaille à 3 emplois, » murmura-t-elle, les yeux fixés au sol. « Je fais le ménage ici à l'aube, puis je travaille le soir dans un café, et le week-end, je garde des enfants. J'envoie tout ce que je gagne à l'hôpital, chaque centime. Mais ce n'est pas suffisant. » Auguste, un homme dont le nom ouvrait les portes et concluait les affaires, se retrouva sans voix. Dans son monde, les problèmes se résolvaient avec une signature ou un coup de téléphone. Mais ce n'était pas un problème de business, c'était un problème humain. Et d'une certaine manière, il avait fleuri dans son bureau, dans son âme. Il l'aida à se lever. Son uniforme était usé, ses chaussures craquelaient à la semelle. Ses doigts portaient les cicatrices de beaucoup de frottements, de nombreuses heures à nettoyer la vie des autres. « De quoi a besoin votre mère ?» demanda-t-il. Thérèse le regarda, confuse. « Une opération, son cœur faiblit. On m'a dit que si elle ne se fait pas opérer dans les 2 semaines, elle ne survivra pas. » Cette nuit-là, il ne réussit pas à dormir. Auguste Moreau était connu pour son impitoyabilité, héritier d'un empire de la construction, et craint dans tout le pays pour sa logique froide et son calme inébranlable. Mais dans les larmes de Thérèse, quelque chose d'ancien se réveilla, un souvenir enfoui depuis longtemps, sa propre mère, allongée sur un lit d'hôpital, suppliant son père de ralentir, de la voir, de les voir. Elle était morte seule, alors que son père poursuivait les contrats et le pouvoir. Auguste avait juré alors de ne jamais laisser l'émotion interférer avec le succès. Pourtant,
Maintenant, tout ce à quoi il pouvait penser était une femme de ménage pleurant à côté de son bureau. Le ventilateur de plafond tournait lentement au-dessus de lui, répandant l'air chaud de l'été parisien dans la pièce. Dans le manoir silencieux du 16e arrondissement, le bruit lointain des voitures sur l'avenue des Champs-Élysées n'était qu'un murmure. Auguste s'assit au bord de son lit et ouvrit le tiroir de sa table de chevet. Là, soigneusement conservé dans un écrin de velours, se trouvait le chapelet de sa mère. Les grains usés par l'utilisation racontaient des histoires de prières murmurées, d'espoirs maintenus vivants grâce à la foi. Madame Cécile Moreau était décédée d'un anévrisme cérébral en 1947. Auguste n'avait que 17 ans. Son père, Albert, était à Strasbourg, négociant des contrats pour la construction de la nouvelle capitale, lorsqu'elle fit une crise. Quand il arriva enfin à l'hôpital, elle était déjà partie. Albert ne s'est jamais pardonné et s'est plongé encore plus profondément dans le travail, comme si chaque nouveau bâtiment, chaque nouvelle route pouvait en quelque sorte combler le vide laissé par elle. Auguste avait suivi ses pas. Il avait appris à être dur, impitoyable, à faire passer les affaires avant tout. Quand son père est décédé il y a 5 ans, il a pris le contrôle total du groupe Moreau et l'a encore développé, devenant l'un des hommes les plus puissants et craints du secteur de la construction. Et maintenant, il y avait Thérèse, une employée qu'il connaissait à peine, confrontée à la même douleur qu'il avait ressentie, la même impuissance face au système de santé qui ne se souciait pas d'une pauvre femme de province. Le lendemain matin, Thérèse arriva pour découvrir que sa carte d'identification avait été révoquée. Elle paniqua. Allait-elle être licenciée? Avant qu'elle ne puisse désespérer, le chef de la sécurité s'approcha. « Monsieur Moreau vous attend », dit-il. Elle fut escortée jusqu'au dernier étage. Son cœur battait la chamade. Qu'avait-elle fait de mal? Dans la salle de réunion, Auguste attendait avec 2 personnes inconnues, un médecin et un avocat. « Je veux aider », dit-il simplement. « L'opération de votre mère est déjà programmée dans l'une des meilleures cliniques privées du pays. Et nous avons pris des dispositions pour ses soins après. » Les genoux de Thérèse fléchirent. Elle s'effondra sur une chaise, se couvrant la bouche des 2 mains. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?»« Parce que vous m'avez rappelé ce qu'est l'humanité, » répondit-il. « Et je ne vais pas laisser le système briser une autre fille. Mais je ne peux pas vous rembourser, dit-elle, sa voix à peine audible. Je ne vous le demande pas, dit-il. Mais si vous voulez me rendre l'appareil, alors terminez ce que vous avez commencé. J'ai lu votre dossier. Vous avez autrefois étudié pour devenir infirmière. » Elle hocha la tête, les yeux écarquillés. « Laissez-nous vous aider à retourner. À l'école, dit-il. Je veux que vous deveniez celle qui sauve des vies la prochaine fois. Si vous aimez l'histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, écrivez 0. Cela m'aide à créer un meilleur contenu pour vous. Continuons. 3 jours plus tard, Thérèse se tenait devant la porte de la chambre 712 de l'hôpital Necker-Enfants Malades, les mains serrant nerveusement la sangle de son sac à main en simili-cuir. Le couloir impeccablement propre, avec son parfum d'alcool et de désinfectant, semblait appartenir à un autre monde, un monde auquel les gens comme elle n'avaient jamais accès. Elle hésita un instant avant de tourner la poignée, rassemblant son courage pour affronter ce qui allait arriver. Madame Antoinette, sa mère, était assise sur son lit d'hôpital, paraissant petite et fragile contre les draps blancs. Son visage, maigre, encadré de cheveux gris, s'illumina en voyant sa fille. Mais ses yeux se remplirent bientôt d'inquiétude. « Thérèse, ma fille, où sommes-nous? Comment allons-nous payer pour ça ?» murmura-t-elle anxieusement, regardant autour de la chambre privée avec ses équipements modernes et la vue panoramique sur la ville. Thérèse s'assit au bord du lit et prit les mains ridées de sa mère. « Maman, il s'est passé quelque chose que j'ai encore du mal à croire. » Sa voix trembla en racontant l'histoire d'Auguste Moreau et de son inattendue générosité. Madame Antoinette écouta en silence, les larmes coulant silencieusement sur ses joues ridées. Quand Thérèse eut fini, elle fit le signe de la croix.
Cet homme, il doit être un ange envoyé par Dieu. Je ne sais pas si c'est un ange, maman. On dit qu'il est un homme dur en affaires. Thérèse regarda par la fenêtre l'horizon de Paris, rempli de grues et de bâtiments qui appartenaient probablement au groupe Moreau. Mais je sais qu'il m'a vu quand j'étais invisible. Dans le couloir, sans que Thérèse le sache, Auguste observait la scène à travers la petite fenêtre de la porte. Il était venu vérifier que tout était conforme à ses instructions. Le docteur Dubois, l'un des cardiologues les plus renommés du pays, s'approcha silencieusement. « Monsieur Moreau, nous devons parler du cas de Madame Antoinette Olivier », dit le médecin, consultant le dossier médical. « Son état est plus grave que nous ne l'avions initialement suspecté. » Auguste se tourna pour le regarder, son visage étant un masque impénétrable. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Cela signifie qu'en plus de la valve cardiaque, il existe des complications des vaisseaux coronariens qui nécessiteront une intervention plus complexe. Le médecin fit une pause. Franchement, pour une patiente de son âge, avec peu de ressources, dans n'importe quel autre hôpital, il ne recommanderait pas l'intervention. Mais vous pouvez le faire. Je peux, avec des risques, bien sûr, mais oui, c'est possible. Alors faites-le, répondit Auguste, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Le coup n'est pas un problème. Le médecin acquiesça et s'éloigna, laissant Auguste de nouveau seul, observant mère et fille à travers la vitre. Quelque chose s'agitait en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, un étrange mélange de détermination et de vulnérabilité qui le mettait mal à l'aise. Il se tourna pour partir quand il entendit la porte s'ouvrir derrière lui. Thérèse sortit de la chambre et se figea en le voyant. « Monsieur Moreau, vous êtes venu voir ma mère ?» « Je suis venu vérifier que tout est en ordre, » répondit-il, essayant de garder son ton professionnel. « Le docteur Dubois vient de m'informer que votre mère aura besoin d'une opération plus complexe que prévu. » Le visage de Thérèse pâlit. « Cela veut dire qu'il fera ce qui est nécessaire, » interrompit Auguste. « Ne vous souciez pas des coûts ou des procédures. Concentrez-vous simplement sur le fait d'être à ses côtés. » Thérèse le regarda longuement, ses mains lissant nerveusement le tissu usé de sa robe. Finalement, dans un geste qui prit Auguste complètement au dépourvu, elle s'avança et serra sa main entre les siennes. « Merci, » dit-elle simplement, sa voix chargée d'émotion. « Vous ne savez pas ce que cela signifie pour nous. » Auguste sentit un nœud à la gorge. Il retira doucement sa main et acquiesça. « Il n'y a pas de quoi. Maintenant, si vous le permettez. » Tandis qu'il s'éloignait dans le couloir, il luttait pour comprendre la tempête d'émotions qui l'envahissait. Pourquoi se souciait-il autant du destin de cette femme qu'il connaissait à peine? Pourquoi, après des années à bâtir une réputation de calculateur et d'impitoyable, se retrouvait-il soudainement ému par la compassion? Dans son bureau, plus tard ce jour-là, Auguste trouva sur sa table un petit paquet fait de papier, de boucherie et attaché avec de la ficelle. À l'intérieur se trouvait un chapelet en bois, visiblement ancien et très usagé, accompagné d'un mot écrit d'une écriture tremblante « À l'homme que Dieu a envoyé pour me sauver la vie. Ce chapelet a appartenu à ma grand-mère, qui l'a apporté du Portugal. C'est la chose la plus précieuse que je possède. Que Notre-Dame vous protège toujours. Avec une éternelle gratitude, Antoinette Olivier. » Le simple cadeau frappa Auguste comme un coup physique. Il s'assit lourdement dans sa chaise, le chapelet serré dans sa main, jusqu'à ce que les grains laissent des marques dans sa paume. Il se souvint de sa mère priant tous les soirs, même lorsque la maladie la consumait déjà. Il se souvint de la façon dont son père avait refusé de croire à la gravité de son état jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'interphone sonna, le ramenant au présent. « Monsieur Moreau, votre associé, Monsieur Vieira, est ici pour la réunion sur le projet de Neuilly, » annonça sa secrétaire. Auguste prit une profonde inspiration, rangea le chapelet dans le tiroir de son bureau et répondit « Faites-le entrer ». Carlos Vieira entra dans la pièce avec son énergie habituelle et frénétique. Grand, mince, avec des lunettes à monture épaisse et des cheveux clairsemés soigneusement peignés sur sa calvitie naissante,
Il portait un dossier rempli de plans et de contrats. « Auguste, nous devons finaliser la proposition pour le lotissement. Aujourd'hui, dit-il sans préambule, les investisseurs font pression, et si nous n'agissons pas vite, l'entreprise Albuquerque va nous doubler. Asseyez-vous, Carlos, répondit Auguste, indiquant la chaise devant lui. Avant de parler du lotissement, j'ai un autre sujet à discuter. Carlos fronça les sourcils, mais obéit. Il connaissait bien ce ton. C'était le même qu'Auguste utilisait avant d'annoncer une manœuvre audacieuse qui transformerait le marché. « Je veux créer une fondation », déclara Auguste, « une institution pour aider les personnes sans accès à des traitements médicaux avancés. » L'associé le regarda comme s'il venait d'annoncer qu'il prévoyait de vendre l'entreprise et de rejoindre un cirque. Une fondation de charité. Exactement. « Auguste, ça va? Ça ne vous ressemble pas? » « Je vais parfaitement bien. » Auguste se leva et se dirigea vers la fenêtre panoramique, d'où il pouvait voir la ville s'étendre dans toutes les directions. « En fait, je vois les choses clairement pour la première fois depuis des années. » Tout en expliquant sa vision, pour la fondation, Auguste ne mentionna pas Thérèse ou Madame Antoinette. Il parla en termes de responsabilité sociale des entreprises, de créer un héritage, de redonner à la communauté. Il utilisa le langage que Carlos comprendrait, le langage des affaires et du prestige. Mais dans son esprit, il voyait le visage de Thérèse, ses mains abîmées tenant cette enveloppe froissée, et il savait que quelque chose de fondamental avait changé en lui. Croyez-vous qu'un petit geste puisse complètement changer la vie d'une personne? Peut-être avez-vous déjà été témoin ou expérimenté quelque chose de semblable. Pendant que la réunion avec Carlos se poursuivait, Auguste se surprit à regarder par la fenêtre, vers le ciel qui commençait à s'assombrir au-dessus de Paris. Dehors, la ville palpitait comme un organisme vivant, des millions d'histoires se déroulant simultanément. Quelque part dans ce labyrinthe urbain, Thérèse était probablement au chevet de sa mère, lui tenant la main, murmurant des mots de réconfort. Des femmes invisibles dans un monde qui les regardait rarement. Mais il avait regardé, et il ne pouvait pas détourner le regard. Les semaines suivantes apportèrent un tourbillon d'activités. Madame Antoinette fut opérée, une intervention complexe de 8 heures qui tint Thérèse en éveil dans la chapelle de l'hôpital. Auguste envoya son chauffeur rester avec elle, avec pour instruction de l'informer immédiatement de toute évolution. Lorsque finalement le docteur Dubois sortit de la salle d'opération, épuisé mais satisfait, Thérèse tomba à genoux en signe de gratitude. L'opération avait été un succès. Sa mère aurait besoin d'une longue convalescence, mais les perspectives étaient bonnes. Dans l'hôtel particulier du 16e arrondissement, Auguste reçut la nouvelle avec un soulagement qui le surprit par son intensité. Il était dans son bureau privé, en train de revoir les documents préliminaires pour la création de la fondation Cécile Moreau, nommée en l'honneur de sa mère, lorsque le téléphone sonna. « Elle a survécu », dit simplement son chauffeur. « Les médecins sont optimistes. » Auguste remercia et raccrocha. Il se versa un doigt de whisky du cristal Baccarat qui avait appartenu à son père et leva son verre dans un toast silencieux. Ce n'était qu'un cas, une vie, dans une ville de millions. Mais d'une certaine manière, cela ressemblait à un début. Le lendemain, contre toutes les protestations de son assistant et de Carlos, Auguste annula 3 réunions importantes et se rendit dans le petit appartement où Thérèse vivait avec sa mère, dans le quartier de Belleville. C'était un vieil immeuble de 3 étages, la peinture s'écaillant des murs extérieurs et des vêtements suspendus pour sécher aux fenêtres étroites. Sa Ford Galaxy attira immédiatement l'attention des habitants. Des enfants arrêtèrent de jouer sur le trottoir pour admirer la voiture luxueuse. Des femmes apparurent aux fenêtres, curieuses. Un groupe d'hommes discutant au coin de la rue interrompit sa conversation pour observer le visiteur inattendu. Auguste ignora les regards et se dirigea vers l'entrée de l'immeuble où une dame âgée balayait le trottoir. « Bonjour », dit-il poliment. « Je cherche l'appartement de Thérèse Olivier. » La dame l'examina des pieds à la tête, son regard s'attardant sur le costume impeccable et les chaussures italiennes.
Troisième étage, appartement 32, répondit-elle finalement. Thérèse n'est pas là, la pauvre. Elle passe ses journées à l'hôpital avec sa mère. Oui, je sais. Je suis venu vérifier l'appartement. Madame Antoinette sortira bientôt de l'hôpital et nous devons nous assurer que l'endroit est adapté à sa convalescence. L'explication sembla satisfaire la curiosité de la dame, qui reprit sa tâche. Auguste monta les escaliers étroits, l'odeur de nourriture et de produits d'entretien imprégnant l'air. Au troisième étage, il trouva l'appartement 32 et hésita avant de frapper. Que faisait-il là? Pourquoi cet engagement personnel dans la vie d'une employée? La question le hantait, mais il l'écarta. Il frappa 3 fois à la porte. Personne ne répondit, comme prévu. Il sortit de sa poche un petit trousseau de clés que son assistant avait fourni et ouvrit la porte. L'appartement était petit, mais impeccablement propre et organisé. Le salon et la cuisine étaient combinés en un seul espace, un court couloir menant à 2 minuscules chambres et une salle de bain. Des meubles simples, certains visiblement d'occasion, mais traités avec soin. Sur le mur, un crucifix en bois et des photographies dans des cadres modestes, Thérèse à sa remise de diplôme du collège, Madame Antoinette plus jeune à côté d'un homme à l'expression sérieuse qui devait être le père décédé, quelques enfants qui semblaient être des neveux ou des cousins. Auguste se déplaça lentement dans l'espace, absorbant chaque détail. Dans la chambre qui appartenait évidemment à Madame Antoinette, le lit était étroit et paraissait inconfortable. La salle de bain, bien que propre, avait des carreaux, fissurés et une installation électrique précaire. La cuisine possédait des équipements vieillots et le réfrigérateur faisait un bruit qui indiquait qu'il ne durerait pas longtemps. Il sortit un petit carnet de sa poche et commença à prendre des notes détaillées. Lorsqu'il eut terminé son inspection, il s'assit à la table de la cuisine et regarda autour de lui une fois de plus. C'était un foyer. Modeste, oui, mais rempli de dignité et d'amour. Sur la table basse du salon, un livre attira son attention. C'était un manuel d'infirmière, visiblement utilisé, avec des marqueurs en papier dépassant de plusieurs pages. À côté, un cahier avec des annotations méticuleuses écrites à la main. Thérèse n'avait pas abandonné son rêve, réalisa-t-il. Même en travaillant à 3 emplois, elle continuait à étudier. Cette constatation solidifia sa résolution. Il quitta l'appartement exactement comme il l'avait trouvé, verrouilla la porte et descendit les escaliers. Dans la voiture, il donna des instructions précises à son assistant par téléphone. 2 jours plus tard, alors que Thérèse était à l'hôpital, une équipe d'ouvriers envahit le petit appartement. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle ce soir-là, épuisée après une nouvelle journée passée auprès de sa mère, elle trouva son foyer transformé. Le lit de Madame Antoinette avait été remplacé par un lit médicalisé avec des commandes électriques et un matelas orthopédique. La salle de bain avait été entièrement rénovée avec des barres d'appui installées et une douche adaptée. La cuisine présentait de nouveaux équipements, dont un réfrigérateur moderne qui bourdonnait doucement. Dans le salon, un canapé-lit confortable avait remplacé l'ancien, usé par l'utilisation. Sur la table de la cuisine, une enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite sur papier en tête du groupe Moreau. Madame Thérèse, ces modifications sont nécessaires pour la bonne convalescence de votre mère. Il ne s'agit pas de charité, mais d'une extension du traitement médical dont elle a besoin. En annexe, vous trouverez également des documents concernant une bourse d'études à l'école d'infirmières de la Pitié-Salpêtrière. Les cours commencent dans 2 mois, suffisamment de temps pour que votre mère soit plus stable. Une infirmière viendra quotidiennement pour vous aider dans les soins, vous permettant de vous concentrer sur vos études. C'est une opportunité, pas un cadeau. Auguste Moreau. Thérèse se laissa tomber sur le nouveau canapé, la lettre tremblant entre ses mains, des larmes silencieuses coulant sur son visage. De l'autre côté de la ville, Auguste était assis seul sur son balcon, contemplant les lumières de Paris. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une étrange paix. Le lendemain, la routine du groupe Moreau fut interrompue par un événement inhabituel. Thérèse apparut à la réception, demandant à voir Monsieur Auguste.
La réceptionniste, surprise, tenta d'expliquer que le président de l'entreprise ne recevait pas les employés sans rendez-vous préalable, mais Thérèse insista avec une détermination surprenante. « S'il vous plaît, dites-lui simplement que Thérèse Olivier est ici. S'il ne veut pas me recevoir, je partirai immédiatement. » La réceptionniste, encore hésitante, passa l'appel. À son grand étonnement, Auguste ordonna que la visiteuse soit conduite directement à son bureau. Thérèse entra dans le bureau avec des pas incertains, intimidée par la grandeur de l'espace. Auguste se leva poliment, lui indiquant l'un des fauteuils en cuir devant son bureau. « Madame Thérèse, comment va votre mère ? Elle se remet bien, monsieur, grâce à vous. » Elle s'assit au bord du fauteuil, les mains serrant nerveusement son sac à main. « Je suis venu vous remercier personnellement pour ce que vous avez fait pour notre appartement, et aussi pour vous dire que je ne peux pas accepter la bourse d'études. » Auguste fronça les sourcils. « Pourquoi pas ? » Parce que... Elle prit une profonde inspiration rassemblant son courage. « Parce que je dois continuer à travailler. Ma mère a encore besoin de médicaments coûteux, et même avec l'infirmière qui vient, quelqu'un doit être là le reste du temps. Je ne peux pas étudier à temps plein. » « Je comprends, » dit Auguste, se penchant en arrière dans sa chaise. « Et si la bourse comprenait également une aide financière mensuelle, suffisamment pour que vous puissiez réduire vos heures de travail et toujours prendre soin de votre mère correctement. » Les yeux de Thérèse s'écarquillèrent. « Vous feriez cela ? » ?»« Je ne fais rien d'autre qu'investir dans le potentiel, Madame Thérèse. J'ai lu votre dossier scolaire. Vous étiez une élève exceptionnelle avant de devoir abandonner vos études. Le système de santé de ce pays a besoin de professionnels comme vous, dévoués, compatissants et qui comprennent les difficultés réelles des gens. » Thérèse resta silencieuse un long moment, digérant ses paroles. Finalement, d'une voix ferme, elle répondit « Si vous croyez vraiment que c'est un investissement, alors j'accepte. Et je vous promets que vous ne le regretterez pas. » Ils scellèrent l'accord par une poignée de main formelle. Lorsque Thérèse se leva pour partir, Auguste la retint avec une question. « Comment avez-vous su que c'était moi qui avais ordonné la rénovation de l'appartement ? Je n'ai pas laissé mon nom. » Un léger sourire apparut sur le visage fatigué de Thérèse. « Les ouvriers sont arrivés dans des camions avec le logo du groupe Moreau, monsieur. Et en plus, elle hésita. J'ai reconnu votre écriture. Je nettoie votre bureau depuis 2 ans. Je connais votre signature sur les documents. » Auguste acquiesça, se sentant étrangement exposé. « Bien observé. Permettez-moi de vous poser une question également, monsieur, » dit Thérèse, avec un courage qui le surprit. « Pourquoi faites-vous tout cela ? Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas ma mère. » La question plana dans l'air entre eux. Auguste pensa donner la réponse d'affaires, sur la responsabilité sociale, sur la création d'une main-d'œuvre qualifiée. Mais en regardant ses yeux verts qui le fixaient avec un mélange de gratitude et de méfiance, il opta pour la vérité. « Ma mère est morte, parce que mon père était trop occupé à construire cet empire pour se rendre compte qu'elle était malade. Quand il l'a finalement emmenée à l'hôpital, il était trop tard. » Il fit une pause, surpris par sa propre franchise. « Peut-être que j'essaie de corriger quelque chose qui ne peut pas être corrigé. » Thérèse ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix était douce. « Merci pour votre honnêteté, monsieur Moreau, et je suis désolé pour votre mère. » Après qu'elle fut partie, Auguste resta immobile pendant plusieurs minutes, troublé par la facilité avec laquelle il avait partagé quelque chose d'aussi personnel avec une quasi-inconnue. Pendant toutes ces années, il n'avait jamais parlé de la mort de sa mère de cette manière, pas même avec Carlos, son associé depuis plus de 2 décennies. Que lui arrivait-il? Les mois suivants apportèrent des changements significatifs pour tous les concernés. La fondation Cécile Moreau fut officiellement inaugurée avec pour objectif déclaré de fournir des soins médicaux spécialisés aux patients sans ressources. Un étage entier de l'hôpital Sainte-Anne, récemment acquis par le groupe Moreau, fut dédié exclusivement aux patients de la fondation. Madame Antoinette se remettait lentement, mais sûrement. Sa volonté impressionnait même les médecins les plus expérimentés de l'hôpital.
En quelques semaines, elle parvenait déjà à marcher dans le couloir de l'appartement, appuyée sur son déambulateur, un sourire déterminé sur son visage ridé. Thérèse, quant à elle, avait commencé ses études à l'école d'infirmière. Chaque matin, elle se réveillait avant l'aube, préparait le café pour sa mère et pour l'infirmière qui arriverait plus tard, et partait pour les cours. L'après-midi, elle travaillait à mi-temps à la bibliothèque de l'université, un emploi qu'Auguste avait discrètement arrangé. Les soirées étaient consacrées aux études et à sa mère. La transformation dans sa vie était si profonde que parfois Thérèse se surprenait à regarder son uniforme blanc d'étudiante infirmière avec incrédulité. Moins de 6 mois auparavant, elle était à genoux, pleurant de désespoir dans le bureau d'un homme qu'elle connaissait à peine. Maintenant, elle était en passe de réaliser le rêve qu'elle avait abandonné lorsque son père était décédé, la laissant comme seule pourvoyeuse de la famille. Un dimanche après-midi particulièrement chaud, Thérèse était assise sur le petit balcon de l'appartement, étudiant l'anatomie, lorsqu'on frappa à la porte. C'était Auguste Moreau. « Monsieur Moreau, quelle surprise !» s'exclama Thérèse, instantanément consciente de la simplicité de sa robe de maison et de ses cheveux attachés négligemment. « J'espère ne pas vous déranger », dit-il paraissant étrangement mal à l'aise, un contraste saisissant avec sa confiance habituelle inébranlable. « Pas du tout. Entrez, je vous prie. Ma mère sera heureuse de vous voir personnellement. Elle prie pour vous tous les jours. » Auguste entra dans le petit appartement, remarquant les changements subtils que Thérèse avait apportés depuis la rénovation. Des vases avec des plantes vertes dans les coins, de nouveaux rideaux et une bibliothèque modeste, mais organisée avec des livres d'infirmières et quelques romans usagés. Madame Antoinette était dans le salon, assise dans un fauteuil inclinable qui avait fait partie de la rénovation. En voyant Auguste, elle tenta de se lever, mais il lui fit signe de rester assise. « Restez à votre aise, Madame Antoinette. Je suis simplement venu vérifier comment vous vous remettez. » Comme un miracle. « Monsieur Auguste, comme un miracle, » répondit-elle, les mains noueuses, faisant le signe de la croix. « Dieu vous a envoyé à nous. J'avais déjà accepté ma fin, vous savez. Je faisais déjà la paix avec l'idée de quitter ce monde. Et maintenant... » Ses yeux, si similaires à ceux de sa fille, brillèrent de larmes contenues. « Maintenant, je vais pouvoir voir ma Thérèse devenir infirmière. Quelle bénédiction !» Auguste se sentit mal à l'aise face à la gratitude transparente de Madame. « Vous avez une fille extraordinaire, Madame Antoinette. C'est un plaisir de pouvoir aider. » Thérèse apporta du café et un simple gâteau, servi dans de la vaisselle modeste, mais impeccablement propre. La conversation se déroula avec une aisance surprenante. Madame Antoinette parla de son enfance en province, de la façon dont elle avait déménagé à Paris après son mariage, des années difficiles après la mort de son mari. Auguste écouta attentivement, fasciné par cette vie si différente de la sienne, marquée par des difficultés qu'il n'avait jamais connues, mais aussi par une force et une dignité qui le touchaient. Lorsque Madame Antoinette se fatigua et que Thérèse l'aida à aller se reposer dans sa chambre, Auguste se retrouva à examiner les photographies sur le mur. L'une d'elles attira son attention. Thérèse adolescente, en uniforme scolaire, tenant un trophée, le visage rayonnant de fierté. « Olympiade de mathématiques », expliqua Thérèse, revenant dans le salon. « J'ai terminé première de l'académie. Mon père était encore en vie. C'est lui qui m'a appris à aimer les chiffres. »« Vous auriez pu être n'importe quoi », commenta Auguste. « Ingénieur, médecin, scientifique. » Thérèse sourit sans amertume. « La vie fait ses choix pour nous parfois, mais je suis heureuse avec la voie des soins infirmiers. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à prendre directement, soin des gens, à être là dans les moments les plus vulnérables de leur vie. » Auguste acquiesça, pensif. « Mon père disait toujours que construire des bâtiments était une façon de façonner l'avenir. Que bien après notre départ, ces structures resteraient. Mais je pense que des personnes comme vous construisez quelque chose d'encore plus durable. » Thérèse le regarda avec curiosité. « Vous êtes
très différent de ce qu'on dit, vous savez. Et que dit-on? Que vous êtes impitoyable, que vous n'avez pas de cœur quand il s'agit d'affaires, que vous n'abandonnez jamais un contrat, peu importe qui doit être écrasé en chemin. Auguste ne répondit pas immédiatement, considérant ses paroles. Peut-être que les deux versions sont vraies, dit-il finalement, ou peut-être que je suis en train de changer. Je ne le sais pas moi-même avec certitude. Lorsqu'il prit congé, Thérèse l'accompagna jusqu'à la porte. La prochaine fois que vous viendrez nous rendre visite, téléphonez avant. Je vous préparerai un vrai déjeuner. Il sourit. J'accepte l'invitation. Sur le chemin du retour, conduisant dans les rues de Paris qui commençaient à s'illuminer avec le crépuscule, Auguste se rendit compte que, pour la première fois depuis des années, il avait passé tout un après-midi sans penser au travail, au contrat ou à la compétition, et étrangement, il se sentait revigoré. Dans les semaines qui suivirent, les employés du groupe Moreau remarquèrent des changements subtils chez leur redouté président. Il était toujours exigeant et méticuleux. Il attendait toujours l'excellence et le dévouement, mais il y avait une nouvelle dimension dans son approche. Il se mit à poser des questions sur les familles de ses employés, mit en place un régime de santé plus complet pour tous les niveaux de l'entreprise, créa une crèche dans le bâtiment principal pour les enfants des employés. Carlos Vieira observait ces transformations avec un mélange de perplexité et d'inquiétude. Un après-midi particulièrement chargé, il entra dans le bureau d'Auguste sans frapper, une pile de documents dans les bras. « Nous devons parler », déclara-t-il, fermant la porte derrière lui avec plus de force que nécessaire. « Qu'est-ce qui vous arrive, Auguste ?» Auguste leva les yeux des papiers qu'il examinait. « Soyez plus précis, Carlos. Vous avez rejeté la proposition pour le lotissement de Neuilly, une proposition qui représenterait des millions pour nous. Pourquoi ? Parce que cela impliquerait l'expulsion de 200 familles qui vivent dans ce quartier depuis des décennies, des familles qui n'ont nulle part où aller. Depuis quand est-ce un problème pour nous ? Carlos sembla sincèrement confus. Nous avons toujours construit là où il y avait de la demande. Nous avons toujours ouvert des voies. Peut-être est-il temps de trouver de nouvelles voies, répondit Auguste calmement. J'ai déjà parlé à la mairie. Il existe une zone alternative, à 2 kilomètres de là, qui pourrait être tout aussi attrayante pour le projet, sans le coût humain. Coût humain ? Carlos faillit s'étouffer avec les mots. Nous parlons de squatteurs, Auguste, de personnes qui ont occupé des terrains qui ne leur appartiennent pas. Nous parlons de Français qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que nous, corrigea Auguste, sa voix prenant une dureté familière. Et oui, légalement, vous avez raison. Nous pourrions les expulser, démolir leurs taudis, construire un condominium de luxe. Mais à quel prix? Pas financier, Carlos, humain. Carlos se laissa tomber sur la chaise, passant la main dans ses cheveux clairsemés dans un geste de frustration. C'est cette femme de ménage, n'est-ce pas? La mère, malade, la fondation, tout cela vous rend sentimental. Auguste ne répondit pas immédiatement. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « J'ai toujours pensé que la compassion était une faiblesse, » dit-il finalement, « que pour réussir, il fallait être dur, impitoyable. Mais maintenant, je me demande si ce n'était pas juste une excuse, une justification pour ignorer la souffrance autour de moi. Auguste, vous avez construit l'un des plus grands conglomérats de ce pays. Vous employez des milliers de personnes. Vous payez plus d'impôts que la plupart des entreprises réunies. N'est-ce pas suffisant? Non, Carlos, ce n'est pas suffisant. Auguste se tourna pour le regarder. Parce que derrière chaque succès, il y avait des personnes comme Thérèse et Madame Antoinette, des personnes qui nettoyaient nos bureaux tout en luttant pour survivre. Des personnes dont la douleur nous ignorions parce que c'était commode. Et maintenant que j'ai vu, je ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Carlos resta silencieux un long moment, étudiant l'homme qu'il connaissait depuis tant d'années et qui semblait maintenant un étranger. « Que voulez-vous faire, alors ?» demanda-t-il finalement, sa voix plus douce.
Je veux construire quelque chose de différent. Quelque chose qui dure non seulement dans le béton et l'acier, mais dans la vie des gens. Carlos acquiesça lentement. Vous avez toujours été le visionnaire entre nous deux. Si c'est votre nouvelle vision, eh bien, je suppose que je dois vous faire confiance. Auguste sourit, sentant un poids sortir de ses épaules. Merci, mon ami. Avez-vous déjà ressenti ce moment où tout bascule dans votre vie? Quand une décision, une rencontre, une parole prononcée ou entendue transforme complètement votre chemin? Si vous avez déjà vécu quelque chose de semblable, racontez-nous dans les commentaires. La fondation grandissait chaque semaine. Ce qui avait commencé comme un modeste projet pour aider les patients cardiaques sans ressources est devenu une institution respectée s'étendant à d'autres spécialités médicales. Auguste y consacrait de plus en plus de temps, participant activement aux décisions, visitant les patients, discutant avec les médecins et les infirmières. Lors d'une de ces visites, il rencontra Thérèse dans le couloir de l'hôpital. Elle était en uniforme d'étudiante, portant un plateau avec des médicaments. En le voyant, son visage s'illumina. « Monsieur Moreau, ça fait plaisir de vous voir ici. Êtes-vous venu visiter le nouveau pavillon pédiatrique ?» « Oui, en effet. Comment se passent les études ?»« Très bien. » Elle hésita, comme si elle se demandait si elle devait continuer. « En fait, j'ai été sélectionné pour un programme spécial de formation en soins infirmiers en cardiologie. C'est très concurrentiel. Seulement 5 places pour toute la région. C'est merveilleux. Thérèse, félicitations. Merci. » Elle sourit, un sourire sincère qui illumina ses yeux verts. « Et vous, comment allez-vous? J'ai entendu dire que vous aviez rejeté un grand projet à Neuilly. » Auguste haussa les sourcils, surpris. « Les nouvelles courent vite. » Mon voisin travaille dans le bâtiment. Tout le monde en parle. On dit que c'est la première fois que le redouté Auguste Moreau renonce à une affaire lucrative. « Je n'ai pas renoncé, » corrigea-t-il. « J'ai juste trouvé une meilleure alternative. » Thérèse acquiesça, ses yeux l'étudiant avec une intensité qui le fit se sentir étrangement exposé. « Je dois retourner au travail maintenant, mais ma mère prépare une feijoada dimanche. Seriez-vous libre pour déjeuner avec nous ?» La question le prit au dépourvu. Oui, je serai libre. Ce serait un plaisir. » Génial. Midi, alors. Et venez avec de l'appétit, parce que la feijoada de ma mère est incontournable. Tandis qu'il l'observait s'éloigner dans le couloir, Auguste ressentit un étrange mélange d'émotions. Il y avait quelque chose chez Thérèse qui l'intriguait, et profondément. Non seulement sa résilience ou son intelligence, mais la façon dont elle le voyait. Non pas comme le puissant homme d'affaires, non pas comme le philanthrope, mais simplement comme un homme. Un homme qui, peut-être, commençait seulement à découvrir qui il était réellement. Le dimanche, Auguste arriva ponctuellement à l'appartement de Thérèse et Madame Antoinette. L'odeur du haricot, de la viande et des épices imprégnait tout l'immeuble. Il apporta un gâteau d'une pâtisserie traditionnelle du centre et une bouteille de vin portugais. Le déjeuner fut étonnamment détendu. Madame Antoinette, déjà beaucoup plus forte et animée que lors de sa précédente visite, domina la conversation avec des histoires de sa jeunesse en province. Thérèse riait et complétait les histoires de sa mère, ajoutant des détails ou corrigeant les exagérations avec une tendre ironie. Auguste se retrouva à se détendre d'une manière qu'il expérimentait rarement. Il n'y avait aucune attente à respecter, aucune image à maintenir. C'était juste un déjeuner dominical, avec une cuisine simple mais délicieuse et des conversations qui passaient naturellement d'un sujet à l'autre. Lorsque Madame Antoinette se retira pour se reposer après le repas, Thérèse invita Auguste à prendre un café sur le petit balcon. Ils s'assirent, côte à côte, observant le voisinage dans sa routine dominicale, des enfants jouant dans la rue, des voisins discutant aux portes. Un vendeur de barbe à papa annonçant sa marchandise. « À tue-tête. C'est si différent de mon quartier, » commenta Auguste. « J'imagine qu'au 16e arrondissement, les gens ne restent pas beaucoup sur les trottoirs, » répondit Thérèse avec un sourire. « Non, là, chacun vit isolé derrière de hauts murs et des jardins parfaits. C'est beau, mais solitaire. »
Vous vivez seul? Oui, mes parents sont décédés. Je ne me suis jamais marié. Je n'ai pas de frères et sœurs. Aucun grand amour dans la vie du puissant Auguste Moreau? Demanda Thérèse, un ton légèrement provocateur dans la voix. Auguste sourit, se surprenant de la facilité avec laquelle la conversation coulait entre eux. Il y a eu quelques relations au fil des ans, rien qui ait duré. Je crois que j'ai toujours mis le travail en premier. Comme votre père. Oui, exactement comme lui. Auguste prit une gorgée de café, pensif. Et vous, pas de prétendant frappant à la porte. Thérèse rit, un son clair et mélodieux. Qui aurait le temps? Entreprendre soin de ma mère, travailler et étudier. De plus, les hommes ont tendance à être intimidés lorsqu'ils découvrent que je suis déterminé à avoir une carrière. Ils préfèrent les femmes plus traditionnelles. Des hommes idiots, commenta Auguste sans réfléchir, faisant rire Thérèse à nouveau. Et qu'en est-il de la fondation? Demanda-t-elle, changeant de sujet. J'ai entendu dire que vous étiez étendu aux traitements oncologiques également. C'est le cas. En fait, Auguste hésita, puis décida de partager. J'envisage de m'y consacrer pleinement, de laisser les affaires de construction entre les mains de Carlos et de me concentrer sur la fondation. Les yeux de Thérèse s'écarquillèrent. C'est un grand changement. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, sur les héritages, sur ce qui compte vraiment au final. Auguste regarda la tasse dans ses mains. Mon père a construit des bâtiments impressionnants. Il a transformé le paysage de cette ville. Mais il est mort seul, sans amis, sans paix. Je ne veux pas de cette fin pour moi. Thérèse resta silencieuse un instant, puis tendit la main et toucha légèrement le bras d'Auguste. Mais c'est ça... Je crois que vous êtes déjà en train de construire quelque chose de différent, quelque chose qui durera bien plus que le béton et l'acier. Le contact, simple et bref, envoya un courant inattendu de chaleur dans le bras d'Auguste. Il regarda Thérèse, la voyant réellement, non pas comme la femme de ménage, non pas comme la protégée de la fondation, mais comme la femme extraordinaire qu'elle était, intelligente, compatissante, forte. Et il comprit avec une soudaine lueur de compréhension qu'il était en train de tomber amoureux d'elle. La prise de conscience l'effraya, le faisant se lever brusquement. « Je dois y aller. J'ai une réunion. » Un plus tard, Thérèse sembla surprise par le changement soudain, mais acquiesça. « Bien sûr. Merci d'être venu. Ma mère était très heureuse. » Le déjeuner était délicieux. S'il vous plaît, remerciez-la encore une fois pour moi. Auguste partit à la hâte, son cœur battant à un rythme perturbant. Dans la voiture, il tenta de rationaliser ce qu'il avait ressenti. Ce n'était que de la gratitude pour ce que Thérèse représentait, une chance de rédemption, un pont vers une vie plus significative. Ça ne pouvait pas être plus que ça. Mais alors qu'il roulait dans les rues ensoleillées de Paris, il savait qu'il se mentait à lui-même. Ce qu'il ressentait pour Thérèse dépassait la gratitude ou l'admiration. C'était quelque chose de plus profond, de plus effrayant. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, peut-être, jamais. Et il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il devait faire à ce sujet. La semaine suivante fut un tourbillon pour Auguste. Il se plongea dans le travail avec une intensité renouvelée, comme s'il pouvait noyer ses sentiments confus dans des feuilles de calcul, des contrats et des réunions. Il évita de visiter la fondation, envoyant son assistant à sa place pour superviser les nouveaux projets. Carlos remarqua le changement de comportement avec une inquiétude croissante. Un après-midi particulièrement tendu, après qu'Auguste eut pratiquement chassé un groupe d'investisseurs de son bureau pour avoir proposé un projet qui impliquait le déboisement d'une zone protégée, l'associé finit par l'affronter. « Qu'est-ce qui se passe, Auguste? La semaine dernière, vous parliez de vous retirer de l'entreprise pour vous consacrer à la fondation et maintenant, vous êtes là, travaillant comme un forçat et effrayant les clients. » Auguste soupira, passant la main sur son visage fatigué. « C'est compliqué, Carlos. C'est lié à cette infirmière, la fille de la dame que vous avez aidée ?» La tête d'Auguste se leva brusquement. « Comment savez-vous à son sujet ?» Carlos haussa les épaules. « Paris est grand, mais les cercles sociaux sont petits. Les gens commentent. On dit que vous avez rendu visite à leur appartement.
que la jeune femme étudie les soins infirmiers grâce à vous. Certains insinuent même que... Il laissa la phrase inachevée, mal à l'aise. Que nous avons une liaison? Auguste termina, le ton dangereusement maîtrisé. Quelque chose comme ça. Vous savez comment les gens aiment parler. Auguste se leva, allant vers la fenêtre. La colère initiale céda la place à une profonde inquiétude. Cela pourrait lui nuire. Les rumeurs. Probablement. Je dois prendre mes distances, me tenir à l'écart. Carlos observa son ami avec une expression pensive. Ou vous pourriez simplement assumer ce que vous ressentez pour elle. Auguste se tourna, surpris. Qu'avez-vous dit? Vous m'avez entendu. Je vous connais depuis 25 ans, Auguste. Je ne vous ai jamais vu agir ainsi pour personne. Si vous êtes amoureux de la jeune femme, pourquoi ne pas l'admettre? Parce que c'est absurde. Elle est assez jeune pour être ma fille. Elle vient d'un monde complètement différent du mien. Et le pire, je l'ai aidée, j'ai financé ses études. Comment pourrais-je savoir si un sentiment quelconque de sa part ne serait pas simplement de la gratitude, ou pire, de l'obligation? Carlos hocha la tête, comprenant le dilemme. Situation compliquée, en effet. Mais la fuite n'a jamais été votre style, Auguste. Je ne fuis pas, je la protège, et je me protège moi-même. Mais en prononçant ces mots, il savait qu'ils étaient en partie faux. Il avait peur, non pas des commérages ou du jugement social, mais de la possibilité d'un rejet, de s'ouvrir à quelqu'un après tant d'années d'isolement émotionnel, et de découvrir qu'il n'était pas aimé en retour. 2 semaines passèrent sans contact. Auguste se plongea dans le travail de la fondation, évitant soigneusement l'étage où Thérèse effectuait son stage. Mais par un après-midi pluvieux, en sortant d'une réunion avec l'équipe médicale, il la rencontra dans le hall principal, l'attendant apparemment. « Monsieur Moreau » l'appela-t-elle, s'approchant à pas décidés. « Peut-on se parler ?» Athos, son cœur, s'emballa de façon embarrassante, mais il garda son expression neutre. « Bien sûr. Allons à mon bureau. » Une fois là, Thérèse ne perdit pas de temps en formalités. « Vous m'évitez. Je voudrais savoir pourquoi. »« Je n'évite personne. J'ai juste été occupé. »« S'il vous plaît, ne me traitez pas comme si j'étais idiote, » répondit-elle, le ton ferme mais non agressif. Après ce déjeuner, quelque chose a changé. Vous avez pratiquement fui ma maison et depuis, vous vous tenez à distance. Ai-je fait quelque chose de mal? Auguste soupira, se sentant acculé. Non, Thérèse, vous n'avez rien fait de mal. Alors quoi? Parce que ma mère s'enquiert de vous. Elle vous trouve absent. Seulement votre mère. Les mots lui échappèrent avant qu'il puisse les retenir. Thérèse rougit légèrement, mais maintint son regard ferme. « Non, vous me manquez aussi. Vous êtes devenu important pour nous, pour moi. » Auguste sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. « Thérèse, il y a des rumeurs qui circulent. Des gens parlent de nous, insinuent des choses. Cela pourrait nuire à votre réputation, à votre carrière. » Des rumeurs. Elle parut sincèrement surprise. Quel genre de rumeur? Le genre qui surgit lorsqu'un homme de ma position passe du temps avec une jeune femme. Le genre qui remet en question vos intentions, vos mérites. Thérèse resta silencieuse un instant, digérant l'information. Puis, à la surprise d'Auguste, elle se mit à rire. C'est pour ça, à cause de ce que quelques oisifs peuvent dire, « Monsieur Moreau, j'ai grandi dans un quartier où tout le monde est au courant de la vie de tout le monde. Les rumeurs sont comme l'air que nous respirons. Si je me souciais d'elles, je ne serais jamais sorti de chez moi. » Thérèse, vous ne comprenez pas. Dans ce monde, mon monde, les apparences comptent. Les réputations sont détruites pour beaucoup moins. « Et vous vous inquiétez pour ma réputation ou pour la vôtre ?» demanda-t-elle, une lueur défiante dans les yeux. « Pour la vôtre, évidemment. J'essaie de vous protéger. » « Je n'ai pas besoin que vous me protégiez, » répondit Thérèse, sa voix s'adoucissant. « J'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Que s'est-il réellement passé ce dimanche? Pourquoi êtes-vous parti si abruptement ?» Auguste se sentit acculé. Il regarda ses yeux verts,
qui le fixait avec tant d'intensité, et sut qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à la vérité, parce que j'ai réalisé quelque chose qui m'a effrayé. Et quoi? Que je suis amoureux de vous. Les mots planèrent entre eux, transformant l'air de la pièce. Thérèse ne parut ni choquée, ni dégoûtée, ni flattée. Elle parut soulagée. « C'est pour ça que vous avez fui? » ?»« Oui, parce que c'est inapproprié, parce que je suis beaucoup plus âgé, parce que je vous ai aidé, vous et votre mère, et que cela crée un déséquilibre entre nous, parce que je viens d'un monde complètement différent du vôtre. » Thérèse fit un pas en avant, diminuant la distance entre eux, toutes des raisons très logiques, très sensées. « Oui, et complètement sans rapport avec ce que je ressens pour vous. » Auguste se figea, incertain d'avoir bien entendu. « Qu'avez-vous dit? » ?»« J'ai dit que vos préoccupations sont sans rapport avec ce que je ressens. » Thérèse fit un autre pas, maintenant assez proche, pour qu'il puisse sentir le parfum léger qu'elle portait. « Avec le fait que je suis également amoureuse de vous. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Auguste la regarda, cherchant des signes d'hésitation, de doute, de fausseté. Il n'en trouva aucun. « Thérèse, en êtes-vous sûre? Ce ne peut pas être simplement de la gratitude, ou... » Elle leva la main, l'interrompant. « Arrêtez ça. Je ne suis pas une fille impulsive, ni une opportuniste qui essaie de profiter de vous. Je suis une femme de 27 ans qui sait ce qu'elle veut, et ce que je ressens pour vous va bien au-delà de la gratitude. Votre vie serait plus facile avec quelqu'un de votre âge, de votre milieu. » Thérèse sourit, un sourire qui mêlait tendresse et exaspération. « Ma vie n'a jamais été facile, Auguste, et je n'ai jamais cherché le chemin le plus simple, seulement le plus vrai. » C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, et le son envoya une onde de chaleur dans tout son corps. Sans réfléchir, il tendit la main et toucha son visage, un toucher aussi léger qu'une brise. « Je ne sais pas comment. »« Faire ça, » admit-il, sa voix presque un murmure. « J'ai passé tellement de temps concentré uniquement sur le travail, les affaires. Personne ne naît en sachant, » répondit-elle, penchant légèrement son visage contre sa main. « On peut découvrir ensemble. » Et là, dans le silence de ce bureau, avec la pluie tambourinant contre les fenêtres, quelque chose de nouveau commença à fleurir entre eux. Quelque chose qui défiait la logique, les conventions et les attentes. Quelque chose qui, comme la première rencontre dans le bureau d'Auguste, transformerait à jamais le cours de leur vie. La relation entre Auguste et Thérèse se développa progressivement, avec la prudence de deux personnes qui comprenaient la valeur et la fragilité de ce qu'elles construisaient. Ils commencèrent par des dîners discrets, de longues conversations, des promenades dans le parc des Buttes-Chaumont les dimanches ensoleillés. Ils apprirent à se connaître véritablement, au-delà des premières impressions et des circonstances qui les avaient réunis. Auguste découvrit en Thérèse une intelligence vive et une sagesse qui transcendaient son éducation formelle. Elle avait appris de la vie, des difficultés, de la nécessité de survivre dans un monde qui offrait rarement une seconde chance aux femmes de sa condition sociale. Thérèse, quant à elle, trouva en Auguste non seulement l'homme d'affaires impitoyable, ou le philanthrope généreux, mais un homme complexe, marqué par de profondes pertes et par un désir sincère de laisser un héritage positif. Derrière la façade de pouvoir et de contrôle, il y avait une solitude qu'elle reconnaissait, car elle la portait aussi. Madame Antoinette observait le développement de la relation avec des yeux attentifs et un cœur ouvert. Un soir, alors, que Thérèse se préparait pour un dîner avec Auguste, elle appela sa fille à s'asseoir à ses côtés dans le petit salon. « Ma fille, il faut que je sache une chose, » dit-elle, avec la franchise directe qui la caractérisait. « Cet homme, Monsieur Moreau, l'aimez-vous vraiment ou êtes-vous avec lui par gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous ?» Thérèse regarda sa mère, surprise par la question directe, mais reconnaissante de son inquiétude. « Je l'aime, maman, d'une manière dont je n'aurais jamais cru être capable. » Madame Antoinette étudia le visage de sa fille un long moment, puis acquiesça, satisfaite. « Bien, parce que la gratitude est importante,
mais ce n'est pas la base d'une relation, et vous deux méritez quelque chose de vrai. La plus grande préoccupation d'Auguste était l'impact que leur relation pourrait avoir sur la carrière naissante de Thérèse. Il ne voulait pas qu'elle soit vue simplement comme la petite amie du patron, que ses mérites soient remis en question, que des portes se ferment à cause de lui. C'est pourquoi ils gardèrent leur relation relativement discrète pendant les premiers mois. Ce n'était pas un secret, mais ce n'était pas non plus annoncé publiquement. Thérèse continua à se consacrer à ses études et à son stage avec la même détermination que toujours, refusant d'accepter un quelconque traitement de faveur. Et Auguste, à la surprise de beaucoup, y compris Carlos, commença à mettre en œuvre son plan pour se retirer progressivement de la gestion directe du groupe Moreau afin de se consacrer à la fondation. Il s'agissait d'une transition soigneusement planifiée, garantissant que l'entreprise continue de prospérer pendant qu'il redirigeait ses énergies. Lors d'un dîner de célébration du 6e anniversaire de la Fondation, Auguste surprit tout le monde en annonçant publiquement qu'il était amoureux de Thérèse. Le discours, bref mais émouvant, se termina par un remerciement à elle pour m'avoir appris que voir la souffrance des autres n'est pas une faiblesse, mais le principe de la vraie force. La réaction fut mitigée, comme prévu. Certains applaudirent, touchés par la sincérité du moment. D'autres échangèrent des regards sceptiques, alimentant déjà de nouvelles rumeurs. Mais pour Auguste et Thérèse, ce qui importait, c'était la vérité qu'ils avaient découverte ensemble, que l'amour pouvait fleurir dans les endroits les plus inattendus, et que même les vies les plus différentes pouvaient s'entrelacer de manière profonde et significative. Dans les semaines qui suivirent, la nouvelle de leur relation parcourut les cercles sociaux et d'affaires de Paris comme un ouragan. Les journaux à scandale publièrent des articles spéculatifs. Les dames de la haute société commentèrent avec des chuchotements scandalisés lors de leur thé de bienfaisance. Les collègues de Thérèse à l'hôpital oscillaient entre une curiosité à peine dissimulée et, dans certains cas, une envie ouverte. Auguste affronta tout avec la même détermination qu'il affrontait les défis dans les affaires. Lorsqu'un client important fit une allusion à Thérèse lors d'une réunion, il interrompit brusquement la rencontre et annula le contrat. Lorsque l'épouse d'un politicien suggéra qu'elle pourrait trouver une jeune femme plus appropriée pour lui dans son cercle social, Auguste répondit avec un sourire glacial qu'il avait déjà trouvé la femme la plus extraordinaire qu'il puisse souhaiter. Thérèse, quant à elle, fit face au regard du public avec dignité. À l'hôpital, elle redoubla d'efforts, arrivant plus tôt, partant plus tard, étudiant avec encore plus d'ardeur. Lorsqu'une superviseure insinua que sa relation avec Auguste expliquait ses bonnes notes, Thérèse demanda poliment une évaluation indépendante de ses performances. Ses notes finirent par être encore plus élevées. Madame Antoinette, désormais presque complètement rétablie, devint une alliée inattendue du couple. Avec la sagesse simple mais profonde de ceux qui ont beaucoup vécu et beaucoup souffert, elle conseilla à sa fille d'ignorer les mauvaises langues. « Ce qui compte, c'est ce que vous savez être vrai », disait-elle, lissant les cheveux de Thérèse comme elle le faisait quand elle était enfant. Le reste, ce n'est que du bruit. Un samedi après-midi, 6 mois après le début officiel de leur relation, Auguste emmena Thérèse se promener au jardin des plantes. Ils marchèrent lentement sur les sentiers ombragés, admirant les orchidées rares et les arbres centenaires, conversant de tout et de rien. « Il faut que je vous raconte quelque chose, » dit Auguste, s'arrêtant près d'un petit lac où flottaient paisiblement des nénuphars. « J'ai pris une décision. » Thérèse le regarda, une légère inquiétude dans ses yeux. « Quel genre de décision ?»« Je vais me retirer complètement de la direction du groupe Moreau. Carlos assumera la présidence, avec ma participation uniquement au conseil d'administration. Je vais consacrer tout mon temps à la fondation. » Thérèse étudia son visage, cherchant des signes de doute ou de regret. Elle n'en trouva aucun. « Vous êtes sûr? Cette entreprise est votre vie. » « C'était ma vie, corrigea-t-il gentiment. Ou du moins, je croyais que c'était le cas. Mais maintenant, je sais qu'il y a plus, beaucoup plus, que je veux faire avec le temps qu'il me reste.
La fondation n'est que le début. Le début de quoi? D'un héritage différent. Un qui ne se mesure pas en gratte-ciel ou en fortune, mais en vie transformée. Il prit ses mains dans les siennes. Des vies comme la vôtre, comme celle de votre mère, comme celle de milliers d'autres personnes qui ont juste besoin d'une opportunité. Thérèse sentit les larmes monter à ses yeux, mais sourit. « Vous avez vraiment changé, monsieur Moreau. »« À cause de vous, » répondit-il simplement. « Non, vous aviez déjà cette lumière en vous. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour vous rappeler qu'elle existait. » Auguste hésita un instant, puis sortit une petite boîte de velours de sa poche. « Il y a une autre décision que j'ai prise, une encore plus importante. » Les yeux de Thérèse s'écarquillèrent en réalisant ce qui se passait. Auguste ouvrit la boîte, révélant une bague délicate avec une seule émeraude. « De la même couleur que vos yeux, » expliqua-t-il, le premier détail que j'ai remarqué ce jour-là au bureau. Auguste, Thérèse murmura sans voix. « Thérèse Olivier, vous m'avez appris la signification du courage, de la résilience, de l'amour véritable. Vous m'avez montré un monde dont je ne savais même pas l'existence. Vous m'avez donné envie d'être un homme meilleur. » Il s'agenouilla, ignorant complètement l'humidité du sentier pavé ou les regards curieux des autres visiteurs du jardin. « Thérèse Olivier, voulez-vous m'épouser ?» Thérèse resta silencieuse un long moment, les larmes coulant librement sur son visage. Finalement, d'une voix étranglée par l'émotion, elle répondit « Oui, 1000 fois oui !» Auguste se leva et l'enlaça dans ses bras, sentant son cœur prêt à exploser de bonheur. À cet instant, tous les doutes, toutes les rumeurs, toutes les différences sociales qui les séparaient semblaient insignifiants. Ce qui importait, c'était l'amour qu'ils avaient trouvé de façon inattendue ce matin où un millionnaire était entré plus tôt dans son bureau et avait vu sa femme de ménage pleurer. 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple, mais élégante dans la petite chapelle du quartier du Marais, Auguste et Thérèse échangèrent leurs vœux. Madame Antoinette, radieuse dans une robe bleu ciel, pleura pendant toute la cérémonie. Carlos, à la surprise de beaucoup, prononça un discours émouvant en tant que témoin, admettant qu'il avait d'abord douté, mais qu'il n'avait jamais vu son ami aussi heureux et épanoui. La fête fut un mélange insolite de mondes. Des cadres, en costume cher, se mêlant aux voisins de Belleville, des mondaines conversant joyeusement avec des infirmières et des médecins de la fondation, des enfants courant entre les tables, tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement. Au moment de lancer le bouquet, Thérèse se tourna vers la foule de femmes célibataires rassemblées, anxieuses. Avec un sourire espiègle, elle dévia au dernier moment et lança les fleurs directement à une jeune femme en fauteuil roulant, la première patiente à avoir été soignée par la Fondation, aujourd'hui rétablie et étudiant pour devenir physiothérapeute. Alors que la fête battait son plein, Auguste et Thérèse trouvèrent un moment de calme dans un coin du jardin où la réception se déroulait. « Heureux ?» demanda-t-il, tenant la main de son épouse désormais. « Plus que je n'aurais jamais imaginé possible, » répondit-elle, reposant sa tête sur son épaule. « Vous savez, pendant des années, j'ai cru que mon but était de construire le plus grand empire commercial du pays, de perpétuer l'héritage de mon père, mais de le rendre encore plus grand. Et maintenant, je sais que mon véritable but était de vous trouver, ce matin-là dans ce bureau. » Thérèse sourit, lui serrant la main. « Peut-être que le but était de nous trouver, pour qu'ensemble, nous puissions construire quelque chose de bien plus grand que des bâtiments. La fondation ? Pas seulement la fondation, un changement, Auguste. Un exemple que des personnes de mondes différents peuvent s'unir, que la compassion peut être plus puissante que l'argent, qu'il n'est jamais trop tard pour choisir une voie différente. » Auguste regarda l'horizon de Paris, découpé contre le ciel du soir. D'une certaine manière, la ville lui paraissait différente maintenant, pleine de possibilités qu'il n'avait jamais vues auparavant. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus chez vous ?» demanda-t-il doucement. « Quoi ? Votre optimisme. Après tout ce que vous avez vécu, toutes les difficultés, toutes les injustices,
Vous croyez encore que le monde peut s'améliorer. Thérèse sourit, ses yeux verts brillant d'une assurance tranquille. Non seulement il peut, Auguste, il est déjà en train de changer, un cœur à la fois. Cette nuit-là, alors qu'ils dansaient leur première valse en tant que mari et femme, entourés de personnes de tous les milieux sociaux unis dans la célébration, Auguste Moreau comprit enfin la véritable signification du succès. Ce n'était pas le pouvoir, ce n'était pas l'argent, ce n'étaient pas les bâtiments imposants ou les contrats millionnaires. C'était la capacité de voir la souffrance des autres et de faire quelque chose à ce sujet. C'était le courage de changer, même lorsque le chemin semblait incertain. C'était l'amour, dans ses manifestations infinies et surprenantes. Et tout avait commencé ce matin inattendu, lorsqu'un millionnaire était entré dans son bureau et avait vu sa femme de ménage pleurer. Des années passeraient. La Fondation Cécile Moreau deviendrait l'une des plus grandes institutions de santé du pays, soignant des milliers de patients qui, autrement, n'auraient pas accès à des traitements de pointe. Thérèse achèverait sa formation en soins infirmiers avec distinction et deviendrait directrice du programme de soins infirmiers en cardiologie, formant de nouvelles générations de professionnels, non seulement aux techniques médicales, mais aussi à la compassion et à l'empathie. Auguste, tout en conservant ses investissements et sa position au conseil d'administration du groupe Moreau, consacrerait la majeure partie de son temps et de son énergie à la philanthropie stratégique, utilisant son expérience commerciale pour maximiser l'impact social de chaque euro investi. Ensemble, lui et Thérèse créeraient des programmes éducatifs, des centres communautaires, des initiatives de développement professionnel. Et dans leur maison du quartier de Passy, ni aussi grandiose que l'ancien hôtel particulier d'Auguste, dans le 16e arrondissement, ni aussi modeste que l'appartement de Thérèse à Belleville, ils fonderaient une famille unie par l'amour et l'engagement de faire une différence dans la vie des autres. Madame Antoinette vivrait encore 15 ans, le temps de voir 2 petits-enfants grandir et d'être témoin de la façon dont l'histoire de sa fille et de son gendre inspirait les autres à regarder au-delà des apparences, au-delà des divisions sociales, et à voir l'humanité les uns chez les autres. Et chaque fois que l'on demandait à Auguste quel avait été le moment le plus important de sa vie, la construction de son premier gratte-ciel, l'expansion internationale de son entreprise, la création de la fondation, il répondait sans hésitation. C'était un matin ordinaire, un jour qui aurait dû être comme tous les autres. J'aurais dû être ailleurs, à des réunions importantes, avec des personnes importantes. Mais quelque chose m'a conduit à mon bureau plus tôt. Et là, j'ai trouvé une femme en pleurs, agenouillée devant mon bureau. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment voir le monde qui m'entourait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre. Félicitations, écrivez 9 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes restés avec moi jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.